Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là, toujours fidèles à nos programmes malgré Ramadan. Et je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être veillent le soir, Sahar Ramadan comme en tout cas. Et j'espère que vous êtes quand même en forme pour nous suivre jusqu'à 10h30. On a quand même pu aménager nos horaires pour que vous puissiez nous suivre le matin. C'est de 9h à 10h30 et c'est chaque jour, donc dans la matinale du Bonjour d'Algérie. Nous allons aujourd'hui parler santé avec notre invité. On évoquera les accidents domestiques et c'est vrai qu'il faut faire très attention durant ce mois sacré de Ramadan. Beaucoup donc, on est très souvent, une grande majorité peut-être dans la cuisine et les enfants aussi sont aussi à côté de leur maman. Donc faire attention et toujours parler de ces accidents domestiques avec notre médecin spécialiste. Nous aurons également à parler aussi de cet examen que vous attendez chaque année, après bien sûr le baccalauréat qui est le plus important et qui est le plus attendu et plus stressant peut-être pour les lycéens et leurs parents. Il y a aussi la classe donc de 5e année, donc l'examen de fin de cycle primaire, c'est aujourd'hui, ça se passe sur tout le territoire national. Nous allons en parler avec un représentant du ministère donc de l'Éducation nationale pour nous donner toutes les grandes lignes qu'ils ont pu tracer à cette occasion. Eh bien, nous allons aussi rendre hommage à une belle initiative, l'initiative de l'APC de Ain Benyan, en tout cas, une belle initiative sur le tri sélectif, mais aussi sur cette boîte à lire qu'ils ont installée au niveau donc de l'APC de Ain Benyan et toute la localité de la commune de Ain Benyan. Pour nous en parler, nous aurons deux représentants donc, pour voir un petit peu comment ils ont décidé de travailler sur le tri sélectif. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du partage et de la solidarité et d'entraide, surtout. Beaucoup d'associations travaillent pour essayer de rendre un peu le sourire à des personnes démunies. Eh bien, Nas El Khir sont toujours là pour essayer donc de rendre hommage et surtout aider ces plus démunis. Eh bien, cette initiative, ce collectif sera là pour en parler et représenter bien sûr tous ces bénévoles qui sont là durant ce mois sacré. On terminera l'émission aussi avec un coup de cœur sur l'entreprise Sahara Sunset. Donc viendra nous parler de la chocolaterie de Yakouren. L'initiateur bien sûr de cette chocolaterie sera sur notre plateau. On fera connaissance avec lui, on viendra aussi voir cette aventure, comment est-ce que cette aventure a commencé. Voilà le programme d'aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et puis sans plus tarder, on va voir les nouvelles du ciel pour aujourd'hui. Je pense que les températures sont un peu plus élevé par rapport, bien sûr, à ces derniers jours, surtout au début de Ramadan. On va écouter dans ce tout petit moment Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Voilà, elle va le dire tout de suite. Mina est avec nous. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors c'est vrai que les températures ont haussé quand même. C'est vrai. Par rapport au... Après la pluie, après le froid quand même, il faisait frisqué, hein, malgré qu'on est en plein printemps. C'était bien. Là, il faudra faire attention. Là, il faudra faire attention, il faudra boire, il faudra se couvrir. Ah, très bien quand même. Oui, il fera chaud. Bon, on va vous écouter. Merci beaucoup. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et très bon réveil en cette début de matinée. On a un petit peu de brume sur l'ensemble des régions côtières. Puis beaucoup de soleil tout au long de cette journée sur l'ensemble des régions côtières. On aura quelques passages nuageux avec des orages isolés sur les reliefs intérieurs et les Aurès. Sur la partie sud, eh bien, le ciel restera plutôt voilé. Sur le Nord Sahara, les oasis plutôt nuageux avec quelques pluies éparses. Sur l'extrême sud, le Hogar et le Tassili et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on aura une petite hausse du mercure. Ça augmente petit à petit. Avec sur la moitié nord 29 degrés à Oran, on aura 27 à Tlemcen, 26 à Alger, ainsi qu'à Al-Bayt Naama, 33 degrés à Tiaret, 24 à Tizi Ouzou, ainsi qu'à Galma, 35 degrés à Hardaya, 34 à Béchar, 33 degrés à Tindouf, on aura 37 à Hassim Saoud, ainsi qu'à Ilizi, Tamarasset, Janet, et enfin 46 degrés, ça sera la maximale à Borj Bedi Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, le ciel restera plutôt couvert avec des averses. À Paris, Bordeaux, encore Berne, Rome, Budapest, on aura des orages. À Prague, un ciel plutôt dégagé. À Oslo, peu nuageux. À Varsovie, ainsi qu'à Bucarest et Madrid. Côté Mercure, on aura 23 degrés. À Londres, 24 à Paris, 26 à Bordeaux, 22 degrés à Marseille, 27 à Madrid, 24 degrés à Berlin, 26 à Varsovie, 22 degrés à Helsinki, 26 également à Oslo et enfin 29 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations,
Le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Voilà, on va retrouver donc, merci beaucoup Mina, à tout à l'heure pour d'autres bulletins météo. Et puis on va retrouver tout de suite nos invités juste après cela. Sur le plateau, on va commencer l'émission avec notre médecin. Comme chaque mercredi, nous avons un médecin du ministère donc, de la Santé pour nous parler d'une pathologie. Et surtout, cette fois-ci, on va ouvrir le thème, donc on va aborder le thème donc, des accidents domestiques. Avec nous, Hadj Mati, bonjour. Bonjour madame, dans tous les cas, je tenais à vous remercier par rapport à votre accueil. Ça dénote de votre professionnalisme, sincèrement, ça me... C'est gentil, merci beaucoup, Sahar Mdanek. Allah yassilmek, Sahar Mdanek, et Sahar Mdan, tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Je sais que votre émission est suivie par un bon nombre de personnes et on espère, Inch'Allah, de pouvoir faire passer le message. Exactement, c'est très important parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accidents domestiques sont quand même à une forte hausse et chaque année, on enregistre de plus en plus donc malheureusement des cas. Effectivement, c'est vrai, c'est-à-dire par rapport au mois de Ramadan, il y a une augmentation nette de ces accidents domestiques. Il faut savoir que ces accidents domestiques représentent un problème de santé publique et le fait essentiellement les brûlures. Mais on note qu'il y a un pic de ce genre d'accidents domestiques, essentiellement les brûlures, durant cette période. Il y a deux particularités par rapport à ce genre d'accidents domestiques dans notre société. La première particularité, c'est par rapport à l'horaire. Il faut savoir que ce genre d'accident survient, disons, 10 minutes à un quart d'heure avant la rupture du jeûne. Pourquoi? Parce que, disons, Saturation, fatigue de toute la journée, manque d'attention, manque de surveillance des deux parents. C'est-à-dire, on ne dit pas que juste c'est la mère, mais des deux parents parce que c'est très important. Il faut savoir que la plupart des accidents domestiques, ils touchent essentiellement les enfants de moins de 15 ans. C'est pour ça que c'est très dangereux et c'est très grave. Et quand on parle d'enfants, il faut savoir que ces enfants sont sous la responsabilité des parents. C'est pour ça que c'est très important que le message aussi puisse passer aux parents. Autre chose, quand on parle d'accident, par définition, c'est quelque chose qui va être greffé sur cet enfant, qui va être, disons, c'est pas une maladie chronique, c'est pas quelque chose avec lequel l'enfant est né, disons, mais c'est un accident qui est survenu, bien sûr, au courant de la journée, par exemple. Au courant de la journée, et c'est un accident qui va être pourvoyeur de brûlures, de séquelles, de cicatrices et d'handicap. Et bien sûr, qui aurait pu être évité. C'est ça l'élément le plus important. C'est pour ça qu'il faut savoir au ministère de la Santé, tout ce qui touche à la santé publique et essentiellement par rapport aux accidents domestiques, on sait que ces accidents, on peut les éviter. C'est ça l'intérêt de faire des campagnes de sensibilisation et de prévention. Et votre rôle en tant que professionnel de médias et de l'information est très important par rapport au fait que vous êtes un partenaire indiscutable par rapport pour pouvoir faire passer le message à notre population et donner l'état actuel des lieux qui est un état catastrophique et qui est un état, disons,
qu'on espère, nous, déjà, si on arrive déjà à réduire un seul cas, un seul enfant algérien qui ne va pas être brûlé par rapport à ces campagnes de sensibilisation, déjà, on aura gagné. Mais dans tous les cas, les chiffres, ils commencent à réduire. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. Quand on avait évoqué par rapport aux particularités de ce genre d'accident domestique... On est en train de voir quelques images qui font mal au cœur. Ça, c'est des images qu'on n'a pas pris d'Internet. C'est des enfants algériens. C'est un petit enfant pratiquement de 3 ans qui a mis de l'huile qui était dans la tabouna. Quand on avait évoqué le fait que les particularités de ce genre d'accident domestique durant cette période, on en a parlé de l'horaire par rapport à la fatigue en fin de journée, où il y a un manque de concentration des deux parents, où l'enfant trouve... Manque de vigilance, surtout des parents. Exactement. La deuxième particularité, c'est l'utilisation, c'est par rapport au produit qui a provoqué la brûlure, à savoir shorba, à savoir zit, à savoir... De l'eau chaude. Exactement. Mais quand on a vu par rapport à cette image, c'est qu'on a vu que c'était un petit enfant, pratiquement de 3 ans, qui a mis sa main. Parce que la tabouna, on peut avoir dans nos ménages, c'est une des particularités de notre société, c'est-à-dire on peut retrouver, disons, la plus... La grande majorité de la famille algérienne, peut-être? Par rapport aux familles algériennes, on peut retrouver dans une villa une très belle cuisine, mais on trouvera toujours la tabouna. C'est vrai. En sachant que cette tabouna est pourvoyeuse d'accidents très très graves. Pourquoi? Parce que l'enfant peut accéder à cette tabouna facilement. Parce qu'elle est basse, en fait. Exactement. Et elle est accessible en général. Quand on parlait par rapport à ce genre d'accident domestique durant ce mois sacré, on a remarqué que, par exemple, la maman... elle prépare tout, c'est-à-dire elle va utiliser sa cuisinière, sa tabouna, elle veut le moment, c'est-à-dire où il y a la rupture du jeûne, tout est chaud, tout est prêt, voilà. Et c'est ça le problème. Les accidents arrivent par rapport à la shorba qui est bouillante, qui disons pratiquement 100 degrés, et on avait dit dès le début que c'était des accidents qu'on pouvait éviter. La maman, elle a juste à ne pas faire chauffer énormément la shorba, et même la laisser, même dans le cas où un enfant pourra éventuellement toucher ce liquide qui est chaud, il ne pourra pas se brûler avec... Au 3e degré, par Exactement. exemple. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs degrés de brûlure. Exactement, il y a le 1er, 2e, 3e degré. Mais par rapport à ce genre d'enfant qui est brûlé au niveau de la main, j'attire l'attention de nos téléspectateurs parce que c'est des brûlures qui sont très très graves. Un enfant brûlé à l'âge de 3 ans, c'est un enfant éventuellement qui ne pourra pas utiliser sa main. Oh là là, et c'est ça qui est grave par rapport à un accident qui, disons... le problème, c'est que quand on reçoit des parents au niveau des urgences, actuellement, c'est des parents qui sont vraiment dans un état catastrophique, dans le sens où ils ont un problème de culpabilité, parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas... C'est notre faute, ils n'ont pas surveillé suffisamment. Un enfant, il n'a pas la notion du danger, et c'est très important. Et il suffit d'une fraction de seconde pour que l'accident arrive, malheureusement. Vous êtes très bien renseigné, c'est ça. C'est un accident de quelques secondes qui peut coûter toute une vie. Parce qu'une main comme ça, c'est quelqu'un qui va subir minimum 10 à 15 interventions, et le résultat n'est pas garanti. Et des greffes, plein de choses. Il n'est pas garanti, pas essentiellement ici en Algérie, mais partout en... Parce que la prise en charge de ce genre de malade et de ce genre de brûlé, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent aussi, et ça demande beaucoup de... Disons, et le résultat à la fin n'est pas un résultat concluant. Et ce n'est pas quelque chose qui est spécifique de l'Algérie, mais spécifique par rapport à l'ensemble de la communauté internationale. Rien n'est plus important que la santé, bien sûr, de sa famille et surtout des enfants. Quand on a des enfants en bas âge, surtout, il faut absolument surveiller. Il faut savoir, et c'est le message qu'on lance aux parents, qu'un enfant n'a pas sa place dans la cuisine, qu'il faudra interdire l'accès, parce que si l'accident arrive, c'est quelque chose de très très grave, c'est-à-dire ses parents vont rentrer dans un engrenage très lourd à supporter sur le plan psychique, sur le plan, disons, physique par rapport à leur enfant. Et la douleur, on ne parle pas de la douleur de l'enfant aussi, qui est une douleur terrible. C'est une double douleur en fait, parce qu'il s'agit d'un accident, on l'a déjà évoqué, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Un enfant, il n'est pas né avec une brûlure, c'est-à-dire c'est en conséquence d'une brûlure. Il va grandir avec exactement, des le premier choc, il est d'ordre psychologique, c'est-à-dire c'est un enfant qui va subir un traumatisme psychologique. Il y a un traumatisme, disons, par rapport à l'état clinique, par rapport à la brûlure, la douleur et tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir aussi qu'un enfant aussi qui va subir ce genre de brûlure, soit au niveau de la face, soit au niveau des mains ou quelque chose, c'est un enfant qui va avoir des cicatrices. Et
Vous savez, au niveau de l'école, Voilà. essentiellement dans Il notre va être société, quand il s'agit... stigmatisé par Exactement, les c'est-à-dire enfants, que malheureusement c'est comme ça. c'est un enfant qui ne pourra pas s'intégrer correctement dans notre société parce qu'il aura toujours un complexe par rapport à sa cicatrice. Et croyez-moi, madame, c'est-à-dire nous, alhamdoulilah, parce que les gens, ils disent que ça n'arrive qu'aux autres. Il faut savoir que c'est juste une seconde, c'est une fraction de seconde, et c'est quelque chose où l'intervention des parents ne peut pas se faire parce que ça se fait en quelques fractions de seconde. Là, on parle des accidents dus, bien sûr, à la cuisine, parce que bon, aujourd'hui, on parle beaucoup de cuisine parce que c'est Ramadan. Mais les accidents domestiques, ça peut se passer aussi dans toute la maison. Une prise qui n'est pas protégée, quand c'est un enfant en bas âge, c'est très délicat. C'est-à-dire que la maison est censée être un lieu sûr. C'est ça. Mais un lieu sûr, c'est vrai. Mais un enfant qui escalade aussi, qui peut tomber. Une chute. Mais c'est juste que les enfants, comme ils n'ont pas la notion du danger, ils doivent être orientés. C'est-à-dire que ça reste, c'est vrai, un lieu sûr, mais plein de dangers aussi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des règles. Il faut avoir des règles au niveau de la maison. On ne peut plus maintenant, en 2018, sans passer de l'électricité, du gaz. Mais c'est juste qu'il faut savoir et connaître les précautions à prendre par rapport à ce genre d'énergie et pouvoir les utiliser et ne pas, disons, avoir le mauvais côté de ce genre d'accident domestique. Exactement. Ça peut arriver aux enfants, mais ça peut aussi arriver aux grands, hein, parce que les accidents domestiques, ça englobe tout le monde. Donc, les ménagères aussi ne sont pas à l'abri. Tous ceux qui rentrent dans la cuisine sont aussi qui peuvent risquer un accident domestique. C'est tout à fait valable, mais comme... Les plus exposés, bien sûr. C'est les enfants de moins de 15 ans. Maintenant, la qadarlah, dans le sens où l'accident arrive à la maison, quand on parle de brûlure, il y a quelque chose à faire et c'est très important que les gens puissent savoir ça. C'est ça. Le premier geste, c'est de mettre la région brûlée sous un filet d'eau pendant 15 minutes. C'est l'ensemble des sociétés savantes qui prennent en charge les brûlures, c'est pas moi qui le dis, à l'échelle internationale, c'est la seule recommandation à mettre, c'est de mettre de l'eau pendant 15 minutes. C'est quoi le but de l'eau? Comme l'eau, elle est tiède à 15 degrés. Il faut savoir quand il s'agit d'une brûlure, soit en contact d'un liquide chaud, soit au contact d'une flamme, il faut savoir que même si on soustrait le membre par rapport à la source de chaleur, il y a une chaleur qui va encore s'enfoncer, c'est-à-dire en profondeur, même si on soustrait, parce qu'il y a, c'est-à-dire que le membre va emmagasiner une certaine chaleur. Quand on met de l'eau, on va stopper par la profondeur de la brûlure, c'est-à-dire qu'on aura tendance à stopper la profondeur par rapport au liquide. Le deuxième intérêt de l'eau, c'est le fait que l'eau soit, disons, fraîche. On aura tendance à avoir une sensation de confort, parce que cette froideur va donner un soulagement par rapport à la douleur, parce qu'il faut savoir que la douleur de la brûlure, c'est quelque chose de très, très, disons, fort. Autre chose, les deux critères, c'est-à-dire l'eau, il y a ça très important, et pouvoir, après, je précise et je le redis, c'est la région brûlée, pas la totalité de la brûlure, juste la région brûlée, et quand il s'agit d'une brûlure par flamme et brûlure, disons, par un liquide chaud, parce que la brûlure électrique, c'est une autre prise en charge qu'on va évoquer éventuellement dans d'autres émissions. L'élément deuxième, c'est-à-dire, si on fait ça, on a déjà fait beaucoup. Mais par contre, il ne faut jamais mettre sur la brûlure quelque chose qui pourra éventuellement changer la couleur de la peau. D'accord. Parce qu'on a retrouvé des catastrophes, pas d'alcool iodé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que nous, en tant que spécialistes de la brûlure, on n'a pas un appareil qui pourra nous identifier ou identifier la profondeur de la brûlure. C'est-à-dire que l'inspection ou le diagnostic se fait à l'œil nu. Et si quelqu'un met quelque chose qui pourra éventuellement changer la couleur de la peau, il va retarder le diagnostic. Qui dit retarder le diagnostic, retarder aussi la prise en charge de l'enfant. C'est très important, ces deux éléments. Il faut juste y mettre de l'eau, couvrir la région qui a été brûlée et se rapprocher de n'importe quelle structure de santé où un médecin pourra le consulter. Et si quelque chose qui pourra prendre en charge localement, il va le faire. Si quelque chose qui dépasse, disons, il y a des centres de brûlés qui sont ouverts H24, et 7 jours sur 7. Il y a aussi les premiers secours, c'est-à-dire avoir du gel gras à la maison et le mettre. Est-ce que ça aussi c'est valable ou pas? Je peux vous assurer, par rapport aux recommandations internationales, ils parlent de l'eau. Juste de l'eau tiède pendant 15 minutes à 15 cm de distance. C'est-à-dire que le filet d'eau doit être distant de 15 cm. Il y a des fois certaines personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas l'eau du robinet au niveau des... Ils mettent dans une bassine, mais là? Non, pas dans une bassine. Qu'ils puissent prendre juste une bouteille et faire le mécanisme et pouvoir arroser pendant 15 minutes. Ça va soulager le malade, ça va arrêter, ça va...
bloquer tout ce qui est par rapport à la profondeur de la brûlure, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Dans tous les cas... Vous avez vu beaucoup de cas, hein, puisque vous êtes chirurgien, plasticien, donc j'imagine que Exact. vous avez eu à agir nombreuses Je peux vous fois. assurer, madame, le problème qui se pose par rapport à la société, comme on l'a déjà évoqué, c'est des enfants de moins de 15 ans. Et c'est dû à un accident qui peut être évité. C'est-à-dire pour nous, c'est très important que ce nombre puisse être réduit, qu'il puisse y avoir une prise de conscience collective des parents Vous et avez aussi des justement enfants. d'autres photos. Oui, 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 On va je voir. pourrais. C'est vrai que c'est dur de montrer ces images, mais peut-être que si ça peut changer la conscience des personnes qui nous regardent ce matin, et essayer en tout cas de sensibiliser le maximum de personnes qu'ils aient peur, qu'ils surveillent un peu plus leurs enfants pour éviter ce genre d'accidents graves. Parce que ce sont quand même des accidents graves. C'est juste pour attirer l'attention de nos téléspectateurs. Ces enfants, c'est des enfants algériens de notre société. Bien sûr. C'est Oh pas, là là. disons, des C'est photos dur à qu'on- voir de bon matin. C'est vrai, mais c'est très important que ces images puissent passer parce que les gens puissent prendre conscience de la gravité de la chose. C'est très important. Il faut savoir que ce genre de patient, c'est un enfant qui aura des problèmes par rapport à la repousse de cheveux, c'est quelqu'un qui aura des cicatrices au niveau de la face, au niveau du thorax, et quand il s'agit Et essentiellement... de la il faut- vue aussi. Non, de la quelquefois. vue, c'est vrai, quand il y a une brûlure du globe oculaire aussi, c'est quelque chose de très grave. Le plus important, c'est le message à faire passer, et on le dit, on redit que ça, c'est dû à un accident, c'est quelque chose qui n'est pas congénital. Un enfant, il n'est pas avec une brûlure, il n'est pas avec... C'est pour ça que c'est très important que les parents puissent prendre conscience. Et pourquoi on dit les parents? Parce qu'il faut savoir que les parents sont responsables de Premier leurs enfants. responsable. Ces parents-là, les deux, pas que juste la maman, parce que Bien ici, au niveau de notre société, on a tendance à incriminer plus la maman par rapport au papa. Il faut savoir que les deux parents sont responsables de cet enfant, que c'est pas juste, parce que il faut savoir qu'en dehors du côté médical, qui est très important par rapport à la prise en charge de sources de patients, il y a un côté, disons, social, parce que ce genre de problème, ça peut détruire toute une famille. Oui, C'est-à-dire juste on l'a un vu. accident domestique qui peut basculer vers un divorce, vers une séparation et peut vers des engendrer orphelins. beaucoup d'autres problèmes. C'est pour Alors, ça. ce petit garçon, par exemple, il Ouais. a reçu quoi, de l'eau chaude? Exactement, c'est un ébouillantement. Le même mécanisme qui se passe pratiquement dans plusieurs cas. Comment ça se passe? C'est-à-dire que la maman a tendance à faire chauffer dans la cuisine de l'eau. De l'eau, et à un certain moment de se déplacer pour aller soit au niveau de la salle de bain, soit au niveau de juste à côté de la cuisine, pour essayer soit de laver l'enfant, soit essayer de l'utiliser et le mettre sur la tabouine. Et dans ce cas, entre le trajet entre la cuisine et la salle de bain, par exemple, un enfant, pour lui, la maison, c'est un aire de jeu. Il va venir directement s'agripper sur la maman. Et la maman, elle tient le... Oui, oui. C'est des Pour vous accidents. dire, par rapport à ce mécanisme qui est très fréquent, qu'est-ce qui peut... C'est un truc très simple, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose par rapport à... Il faut une prise de conscience collective. La maman, si elle a... Disons, elle peut chauffer, il n'y a pas de problème pour transférer l'eau au niveau de la salle de par bain, exemple. mais c'est juste qu'elle puisse le mélanger avant de le transporter, qu'il soit tiède, qu'elle ne puisse pas le transporter bouillant. C'est-à-dire, même dans le cas où l'accident arrive, c'est-à-dire que ça sera de l'eau qui ne pourra pas provoquer ce genre de lésion. Voilà, C'est dans moins, ce sens. moins dangereux, moins grave, bien Exactement. sûr. En fin de compte, Essayer c'est- de limiter. C'est des petites choses Et parce qui que les peuvent parents changer disent pas. beaucoup de choses. Mais c'est ça le problème, parce que la personne et les parents ne s'attendent pas à ce genre de problème et se disent à chaque fois que ça n'arrive qu'aux autres. Mais il faut savoir que quand ça arrive, c'est un engrenage vraiment affreux. Bien Il sûr. faut voir l'état de détresse des parents quand on les reçoit Il au suffit niveau... d'un accident, il suffit que par exemple la marmite s'accroche à une manche ou quelque chose et que ça soit Exactement. versé. C'est Exactement. très vite arrivé un accident. C'est pour ça qu'on l'appelle accident parce que voilà, Exactement, c'est ce sont exactement des ça. choses qu'on ne peut pas éviter malheureusement. C'est vrai. Nous, le message qu'on voudrait faire passer durant ce mois sacré, c'est d'interdire l'accès aux enfants dans la cuisine. de la cuisine, d'augmenter la vigilance et, disons, la surveillance de leurs enfants, essentiellement 10 minutes, un quart d'heure avant la rupture du jeûne, parce que c'est la période où on a beaucoup plus d'accidents, où les parents, disons, délaissent leurs enfants. C'est très important de garder un œil sur leurs enfants durant cette période. Et l'élément le plus important aussi, c'est que les parents puissent expliquer aussi à leurs enfants, parce qu'arrivés à un certain âge, à 7, 6 ans, commencent à 7 ans, elles comprendre, commencent à comprendre. Ne pas, disons, interdire, par exemple, la cuisine. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un enfant dans une cuisine, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut que les parents sachent que le fait d'interdire déjà l'accès, ils vont éviter quelque chose
qu'ils peuvent même pas Bien imaginer. sûr. Essayez d'occuper les enfants durant toute cette période et ne pas les laisser seuls non plus. Parce qu'il faut aller les surveiller et voir ce qu'ils font. Hein, ne pas les laisser constamment seuls et rester eux-mêmes dans la cuisine constamment. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Dans tous les cas, j'étais très ravi d'être parmi vous. J'espère que cette fois-ci, Inch'Allah, qu'il y aura une prise de conscience collective, que les gens puissent comprendre que ces accidents sont très très graves. On espère que, Inch'Allah, ce Ramadan, on va avoir une réduction de ce genre d'accidents par rapport à notre population et par rapport à nos enfants, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Hadj Mati, vous êtes médecin, représentant du ministère de la Santé, vous êtes chirurgien plasticien, Sahar Mdanek, et puis bon courage pour votre noble métier. Je vous remercie. Voilà, on continue notre émission. Vous avez pu suivre avec nous depuis quelques mois, depuis quelques jours déjà, durant le mois du patrimoine. Nous avons évoqué plusieurs lieux et surtout à travers les reportages, la série de reportages de Sabrina Khlifi. Aujourd'hui, elle vous fait découvrir aussi un très beau lieu à visiter. Il s'agit de Dar Souf. Depuis sa construction en 1798 par le Dey Mustafa Pacha jusqu'à nos jours, le palais d'Al Souf n'a cessé de changer de fonction sans pour autant détruire la splendeur de ses décors et de son architecture. Cette demeure est directement annexée à Dar Mustafa Pacha, édifiée la même année afin d'abriter la résidence secondaire du Dey. Voilà, un très beau lieu à visiter et pourquoi pas durant Ramadan. C'est en tout cas une belle détente qui vous sera donc agréablement à visiter, un beau lieu à visiter. En tout cas, on va parler tout de suite éducation nationale. Avec cet examen aujourd'hui, plusieurs jeunes enfants s'apprêtent à passer et ont commencé à passer leur examen parce qu'il est déjà 9h passé. Donc, ils ont un plancher déjà sur leur examen, feuille d'examen. Et pour nous en parler, nous avons Mohamed Nabil Bendedouche avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous.
Je vous en remercie. Harmdanek. Ouais, Selmek, merci. Vous êtes inspecteur central au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on va parler des classes d'examen, donc primaires surtout, donc l'examen du cycle primaire. Ça se passe aujourd'hui sur tout le territoire national. L'examen qu'on appelait à l'époque la 6e, aujourd'hui c'est la 5e. Voilà. Et on en parle beaucoup parce que ces enfants sont stressés, les parents aussi, ils ont fait travailler leurs enfants, ils les ont fait réviser. Et donc aujourd'hui, c'est une journée très attendue. Oui, voilà, bon, maintenant c'est le coup d'envoi des examens. Du premier examen, surtout. Voilà, du premier examen national, qui est l'examen de fin du cycle primaire. Donc, concerne une tranche d'âge particulière. Ce sont des enfants, 10-11 ans, qui se voient dans des conditions qui sont nouvelles pour eux. Et voilà, ça couronne, des efforts consentis par toute la communauté éducative. Soit pour l'année, soit pour tout un cycle, du moment que c'est la fin du cycle primaire, maintenant qui est sur 5 ans. Donc, parfois, on en fait un peu trop, il y a beaucoup de pression de la part des parents, même peut-être du staff pédagogique. Alors que ce qui est essentiel dans cette épreuve, c'est beaucoup plus sa dimension pédagogique bien sûr. Et que les enfants vont être peut-être dans cette situation d'examen pour une première fois, alors que d'habitude, ils ont l'habitude de faire des compositions, des thèses, des devoirs. Mais là, c'est d'être être seul sur la table d'examen. Voilà, face à leurs feuilles, bien sûr, d'examen, avec des surveillants, voilà, avec chaque élève par table, etc. Voilà, c'est assez sérieux, hein. Premier examen assez sérieux pour l'enfant. C'est une épreuve. Voilà, donc c'est une expérience aussi pour eux, donc de se mettre dans cette forme de gestion du stress, donc une nouvelle attitude psychologique à adopter. Mais c'est-à-dire en amont, il faut qu'il y ait un travail sur ça et surtout faire comprendre que ce que vous êtes en train de faire, c'est une épreuve, c'est-à-dire comme vous avez l'habitude de le faire. Ça va porter sur tous les cours qu'ils ont pu avoir durant l'année. Des éléments qui ont été étudiés durant l'année scolaire. Il y a ce qui est une nouveauté ces 2 dernières années, c'est que les enfants ne changent pas d'établissement. Ils restent dans leur espace habituel. Ça diminue un peu du stress. Voilà, ça peut du stress, ça amoindrit le stress, le fait de changer d'espace. Donc ils se retrouvent dans leur établissement. Et donc ça diminue un peu. Mais ce que je voudrais surtout souligner, un peu recentrer cet examen. Voilà, on voit les écoles. Donc, ces enfants qui sont en train de... En fait, ça, c'est des classes classiques avec des images, des enfants qui vont s'apprêter à passer des examens. En tout cas, ces enfants ne sont pas tout à fait encore conscients de l'enjeu, bien sûr, des études et de l'importance d'un examen, etc. C'est les parents qui sont là, derrière, pour essayer de leur inculquer l'importance d'étudier, l'importance de passer un examen. Et c'est des passages obligés pour leur cursus scolaire, pour évoluer et passer donc des épreuves de la vie. Voilà, donc c'est un apprentissage aussi. Donc le fait d'être dans une situation d'examen, ça permet aussi de donner un aspect de contrainte. De certains obstacles qu'il faut dépasser. Une dimension, bien sûr. Voilà, une dimension qui a aussi cet aspect qu'on étudie, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, faire le point. Et aussi, ça, même pour les enfants, parfois ils jouent le jeu, donc c'est une forme de fierté pour eux. C'est des petits-enfants en fait qui vont accéder à la grande école. Ils vont passer cet examen pour ensuite se déplacer dans la grande école, l'école des grands, peut-être de leurs frères et sœurs. Peut-être que c'est le premier donc, de la maison, donc il sera tout fier de passer dans la classe des grands. Justement, donc ils sont de s'installer parce qu'on ne peut pas y échapper, donc il y a cette ambiance, cet état d'esprit, donc il faut essayer d'être le meilleur, parfois aussi se faire plaisir et justement, comme vous l'avez souligné, d'aller dans une école où les grands ont étudié, donc il y a de nouvelles matières à découvrir et
Et pour aller à ça, donc il faut passer par un passage obligé. L'examen. Alors pour ça, justement, le ministère de l'Éducation a tout préparé pour que cette journée se passe bien, dans de bonnes conditions, que les résultats aussi soient aussi bien perçus par les enseignants qui vont surveiller, qui vont corriger, et les résultats, j'espère qu'ils seront aussi à la hauteur. Alors, Madame la ministre, Madame Benrabrit, aujourd'hui est sur elle s'est déplacée, elle est du côté de la Roite, oui, donc, ça, oui, donc elle va faire le coup d'envoi des épreuves sur les épreuves la sixième, enfin la cinquième, l'examen, fin de cycle. Les épreuves du matin, donc il va y avoir l'épreuve de langue arabe qui se déroule. Langue arabe et mathématiques. Donc la deuxième épreuve, la langue française, donc l'après-midi. Tous les moyens, bien sûr, ont été mis à la disposition, donc, parce que ça revêt, bien sûr, un caractère national, officiel, institutionnel. Donc, tous les examens sont concernés par des préparatifs, donc ils vont par une commission de haut rang, donc qui essaye d'assurer le bon déroulement de ces examens. Bien sûr, comme je l'ai souligné, on essaie de garder les enfants dans leur établissement, tous les moyens de sécurité, bien sûr, qui soient mis à leur disposition, bien sûr, que tout soit fin prêt, disponible. La Sûreté nationale, justement, s'est mobilisée pour cette journée, comme pour tous les examens, régulièrement, pour essayer de faire passer ces examens dans de très bonnes conditions, au niveau de l'établissement, à l'extérieur, pour faciliter, bien sûr, le bon déroulement. Oui, bien sûr, c'est-à-dire tout un climat qu'il faut essayer de mettre en place. On parle de la contribution des services de sécurité pour que les enfants, bien sûr, dans leur établissement soient dans de bonnes conditions. Donc, assurer aussi les déplacements quand il s'agit, parfois, certaines écoles où on rassemble des enfants dans des écoles de proximité. Il y a aussi, on pense aux enfants qui passent les examens dans le sud, par exemple, il fait chaud. Bien sûr, il fait chaud, donc tous les moyens sont mis à disposition pour la réussite. Alors, c'est un examen qui sera normalement facile, abordable pour ces enfants par rapport au niveau, par exemple, des années passées? Oui, bien sûr. Donc, l'examen, il vise toujours les éléments clés du programme scolaire. Donc, il est conçu, élaboré par des commissions selon des guides d'élaboration qui sont actualisés et revus et en prenant en charge toujours les observations des examens passés. Des examens passés. Ce guide est aussi mis à la disposition des enseignants tout au long de l'année pour concevoir les compositions trimestrielles en fonction de ce guide pour que l'enfant, le jour de l'examen, ne soit pas dépaysé, qui se retrouve facilement. Il y a aussi le site qui est constamment revu, le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc les parents peuvent aussi consulter ce site pour avoir toutes les informations, que ce soit la date d'examen, que ce soit l'orientation, que ce soit un peu tout est dit sur ces sites. Oui, le site il est actualisé régulièrement. L'accès même à des ressources c'est-à-dire des sujets des examens antérieurs. Donc il y a toutes les informations sur depuis l'inscription des enfants à cet examen qui se fait en ligne, via le site, et même le retrait des convocations, c'est-à-dire le retrait peut se faire parce qu'il y a parfois certains enfants peut-être qui peuvent égarer ou bien leur convocation est ouverte jusqu'à aujourd'hui. On peut retirer sa convocation pour aller passer son examen. Donc ça c'est le premier examen de l'année, l'examen de fin de cycle primaire bien sûr. Après il y aura donc le BEM, ça sera dans quelques jours. Le 28. Voilà, ça sera l'examen de fin de cycle moyen. Donc là c'est un examen qui revêt un autre caractère. Donc c'est un examen de fin de cycle d'enseignement obligatoire, donc qui va donner la possibilité aux élèves d'accéder au cycle secondaire. Donc là,
on s'assure que toutes les aptitudes, toutes les compétences sont acquises par les élèves au bout du cycle. 4 années, au bout de 4 années. 4 années, pour qu'il y ait même aussi un travail d'orientation, parce qu'au secondaire, donc ce sont des filières qui sont, où les élèves sont orientés en fonction de leur Est-ce que justement les réformes sont apportées en fonction des examens, en fonction des résultats chaque année? Oui, bien sûr. Peut-être pour d'éventuels changements? Oui, un des éléments qu'on prend en considération pour réguler un système scolaire, donc il y a c'est des indicateurs qui nous renseignent sur sa, le taux de qualité, réussite, taux de réussite, sur les acquis des élèves qui sont considérés comme des indicateurs très importants pour voir, parce que c'est justement, comme on a parlé de l'examen de 5e année, donc l'examen se focalise sur des épreuves de ce qu'on appelle les langages fondamentaux, langue arabe, mathématiques et langue étrangère, qui sont considérés comme le socle de base qu'un élève en fin de cycle primaire devrait maîtriser, devrait avoir pour poursuivre ses études. Et l'enfant n'est pas pénalisé du moment qu'on comptabilise même la moyenne ou bien de l'année. Mais pour le système, c'est-à-dire l'institution a besoin d'indicateurs pour voir les écarts. Donc est-ce qu'il y a des écarts entre le contrôle ou bien les examens qui se font d'une manière continue et l'examen. Et à partir de là, dans ces écarts, on essaye justement d'ajuster, de réguler, d'introduire des modifications, des ajustements pour aller par beaucoup plus de rendement et de qualité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'examen le plus attendu, le plus stressant, parce que ça change complètement une vie, avoir son baccalauréat, c'est accéder à des études universitaires et bien sûr commencer une nouvelle vie aussi estudiantine. Alors là, c'est le plus important pour nous et surtout pour les parents qui ont donc des examens et des élèves et des enfants qui passent le baccalauréat. Ce sera donc le 20 juin. Le 20 juin, donc la donne, elle est différente. Oui, différente, exactement. C'est la fin de tout un cursus scolaire. C'est 12 années de scolarité. Et comme dit, c'est le Sésame qui va nous permettre d'aller vers les études supérieures. En ce moment, c'est le bac blanc. Voilà, donc c'est la période, c'est la fin des examens de bac blanc, c'est la composition du 3e trimestre, qui une sorte de préparation pour l'examen final, que cette année a été différé jusqu'au 20 juin. Donc il y a eu une consultation, parce qu'au départ c'était le 3 juin, ensuite il y avait une consultation. Donc l'ensemble de la communauté a préféré que le bac se fasse reporter jusqu'au 20 juin. Donc bien sûr le baccalauréat, comme vous l'avez souligné, revêt un aspect maintenant sociétal. Donc, c'est ça. Très important aujourd'hui, beaucoup de stress, beaucoup de matière aussi. Oui. Ces dernières années, un peu plus de stress puisqu'il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup d'examens, donc beaucoup de cours à apprendre aussi pour les terminales. Oui, voilà, donc c'est pas une mince affaire, mais donc c'est pas le jour du baccalauréat que ça se... Bien sûr, voilà, c'est tout au long de l'année que ça se prépare. Tout au long de l'année, donc il y a eu l'effort de plusieurs intervenants pour que, que ce soit sur le plan organisationnel, que ce soit sur le plan pédagogique, donc il y a eu un accompagnement de la part des enseignants, il y a des conseillers d'orientation au niveau des établissements pour, comme vous avez fait mention, de déstresser un peu les candidats. Et encore une fois, toutes les conditions sont réunies pour que cet examen se passe dans d'excellentes conditions. On en parlera justement au moment venu, à la veille bien sûr de l'examen, pour parler du stress, pour parler des conditions et de l'orientation, parce qu'encore une fois, tout est dit au niveau donc des sites réservés du ministère de l'Éducation qu'on peut aussi développer avec vous, Inch'Allah. Je vous remercie, donc Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle, Mohamed Nabil Bendedouche, vous êtes inspecteur central au niveau du ministère de l'Éducation. Bonne journée à vous. À vous, merci. Et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, ça va. Bon courage surtout à tous ces élèves qui passent leur examen de fin de cycle. Et puis on va vous inviter tout de suite à suivre un reportage. Nous faisons partie de ce grand continent, le continent africain. Eh bien la journée, il faut le savoir que la journée mondiale de l'Afrique existe. Eh bien Afef Belhouchet nous fait le topo et nous en parle justement.
C'est l'Afrique dans sa diversité culturelle, matérielle et immatérielle que célèbre l'UNESCO dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année, c'est l'Algérie l'invité d'honneur. Une occasion pour Azdine Mouhoubi de souligner que le patrimoine culturel est le bien de l'humanité qui se donne le plus à voir, à la fois comme le résultat et la source du vivre ensemble. Le ministre de la Culture qui a annoncé également que les 5 pays du Maghreb se sont accordés pour proposer le couscous à l'inscription par l'UNESCO comme le produit du savoir et savoir-faire millénaire et la source de valeurs et de pratiques en faveur du vivre ensemble dans la paix. طبعا الجزائر أصبحت اليوم يمكن نقول محور أساسي للاهتمام بالتراث الثقافي في إفريقيا وتحظى باهتمام كبير على المستوى الإفريقي وعلى مستوى اليونسكو والجزائر ستحتضن قريبا مركز خاص بالتراث غير المادي والجزائر أيضا تتابع كل الملفات التي تخص القارة الإفريقية وتدعمها. Je suis très honoré de la présence du ministre algérien. Le Mali et l'Algérie font un travail fantastique depuis 2015 à travers l'accord d'Alger. C'est pour ça que je suis très honoré en tant que président du groupe Afrique et en tant qu'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO que le parrain soit le ministre algérien de la Culture. Une semaine d'exposition et animation riche en sonorités et un large panel de la production de notre continent qui va de l'art vestimentaire, la maroquinerie, la parfumerie, les cosmétiques, la gastronomie et bien d'autres aspects de la création. On voit bien qu'on a un panorama ici d'une diversité et d'une créativité folle et c'est très important que ça se passe à l'UNESCO parce que l'UNESCO c'est ça, c'est le dialogue des cultures, c'est la préservation des cultures et en même temps des cultures qui sont vivantes. Et ce que j'aime vraiment et ce qui me plaît ici, c'est qu'on a vu aussi beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui sont celles qui portent à la fois la tradition, qui transmettent et qui créent. Comme est le cas du stand d'Algérie où la Zorna a résonné dans ce haut lieu de culture. Mais ce sont 2 autres instruments qui furent offerts à la fondation Good Planet par le ministre de la Culture, invité par le fondateur Yann Arthus Bertrand. Tous 2 attestent de l'ancienneté de notre civilisation, unique comme leur son, à savoir l'imzad et l'urbeb. De retour sur le plateau du Bonjour d'Algérie, vous avez pu voir en tout cas toutes ces belles choses qui ont été exposées avec bien sûr la présence du ministre de la Culture, Azdine Mouhoubi, et puis bien d'autres invités qui ont participé bien sûr à cette belle rencontre sur l'Afrique et cette journée mondiale de l'Afrique. Eh bien, on va s'intéresser cette fois-ci aux initiatives, des initiatives communales qui sont à saluer. En tout cas avec nous, nous avons un représentant de cette commune, la commune donc de Ain Beniane, avec nous Smaïl Fourar. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. C'est le mec marhaba bik, Sahar Mdanek. Sahar Mdankoum. Bon Ramadan à tous les Algériens. Comment ça se passe du côté d'Ain Beniane, ça va? Ouais, ça va. En ce moment, ça va. On prépare la saison estivale. Et l'aménagement de tout ce qui concerne. C'est plein de boulot, quoi. Beaucoup de boulot. Et on vous reçoit parce qu'il y a eu donc une belle initiative depuis déjà 3 mois. Vous avez lancé le tri sélectif. Ouais. On a lancé le tri sélectif en collaboration avec les responsables de la wilaya. Oui. C'est une opération pilote. Oui. Voilà. Après des mois de sensibilisation, c'est un travail qui a été fait avec le service de l'APC. Sensibilisation auprès donc, de la population, auprès de la population. Des administrés. Avec les services même de l'OPGI, on est arrivé même à distribuer du sachet, même aux citoyens, en leur expliquant, c'est des sachets, là il faut mettre du pain, là il faut mettre du plastique, là il faut mettre des ordures ménagères. Vous avez utilisé les couleurs? Oui, on a utilisé les couleurs, même en ce qui concerne les bacs, les bacs à ordures Hajakom, on a utilisé des couleurs. Voilà, et depuis 3 mois, est-ce que ça marche? 3 mois, dans un premier temps, c'est vrai, ça marche. Ça marche, mais ce n'est pas une réussite à 100%. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas d'horaire exact pour faire sortir les ordures TAC. C'est vraiment, il y a une certaine anarchie dans ce sens-là. C'est pour ça que les agents de Netcom souffrent, parce qu'ils sont là tout au long de la journée, à travailler. 2 choses. Les agents de l'Extranet souffrent, parce qu'aujourd'hui, on a bien beau expliquer aux citoyens que voilà comment ça se fait le tri sélectif et tout. Il y a ceux qui ont adhéré facilement. Il y a d'autres. On est resté toujours dans l'esprit, c'est comme si du m'en foutisme. Voilà. Ils n'ont pas envie de faire l'effort. Voilà, ils n'ont pas envie de faire l'effort, ils n'ont pas envie de penser aux autres. Voilà. Il y a un autre problème, c'est que même les gens
qui ont adhéré, bon, ils sont là, ils jettent là où il faut et tout. Ouais. Et un autre phénomène, c'est qu'il y a ceux qui passent. Ouais. Ceux qui passent, les ramasseurs du plastique et tout là. Oui, oui. Le problème, il est là. Oui, ils vont ramasser tout le plastique. Moi, je lance le tri sélectif. Non, c'est bien, et Oui. tout. Bon, avec le temps, bon, Inch'Allah, les gens ils vont adhérer, les citoyens. Essayer de toucher le maximum de citoyens. C'est notre travail. Bien parce sûr. que je pense que. Il y a beaucoup de communes qui ont fait un petit peu ce genre de sensibilisation et ça a marché dans certaines communes. D'autres un peu moins, mais en tout cas, c'est des initiatives qui restent vraiment minimes dans certains quartiers. Alors, c'est une opération pilote que vous avez réalisée. Vous avez touché, par exemple, la cité des 2 fois 300. C'est ça? C'est une nouvelle cité. De Ain Benyan. Voilà, de Ain Benyan. Mais bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas une réussite à 100%, mais je peux dire qu'on a réussi quand même à 80%, parce que déjà les gens. C'est en tout cas un effort à saluer de votre part, un effort à saluer. Et surtout de la part des citoyens aussi. À travers ce quartier-là, il y a d'autres quartiers qui ont prévu, qu'on a prévu déjà, où on va lancer le tri sélectif. Et c'est l'APC qui va le faire en collaboration avec les autorités, les services de la wilaya. Exact. Parce qu'on a dégagé quand même une enveloppe assez consistante pour acheter tout ce qui est matériel et tout ce qui est bac à ordures pour très sélectif. On a mis le paquet, quoi. Dans 2-3 mois, ça va donner des fruits, Inch'Allah. Ben, j'espère, et que vous allez un petit peu toucher d'autres cités. Oui, c'est une ville côtière. C'est une ville côtière, touristique. Entre le mois de juillet et le mois d'août, c'est 3, 4 à 5 millions de visiteurs. Ouais. On est obligé d'être présent beaucoup plus sur les ordures ménagères, tout ce qui est environnement. Et bien sûr, on n'oublie pas l'hygiène, parce que ça fait partie de l'hygiène. Donc, essayer de réduire au maximum cette dégradation des déchets ménagers, bien sûr, et laisser comme ça peut-être à l'air libre. Alors, voilà, parce que même la fois dernière, il y a une certaine dynamique qui s'est installée au niveau des citoyens. Parce que revenant 2 semaines en arrière, il y avait des volontariats au niveau des plages. On est obligé aujourd'hui aussi de préparer nos plages. Bien sûr. Même au niveau des quartiers, au niveau des grandes plages et tout. Parce qu'à chaque été, quand on passe à l'hiver... et la mer déverse, déverse énormément d'ordures, malheureusement. Et tout. On est obligé aussi de nettoyer les plages là et préparer la bonne saison pour les estivants. Le vent et tout ça rapporte toutes ces déchets. Mais ça reste encore, je confirme que le tri sélectif il sera lancé dans pas mal de cités, à la cité Ban Ramadan, à la cité Amel, à la cité les 500 logements, parce que même à la cité les 500 logements, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que dans une semaine, on va intervenir, on va enlever tous les rajots. D'accord. À partir de là, on va tout nettoyer la cité et on va essayer on va installer le tri sélectif dans 6 points, 7 ou 8 points là-bas au 500 logements. Et encore une fois, vous allez faire un travail de sensibilisation. Et encore une fois, un matraquage peut-être chez les habitants pour les sensibiliser surtout à cette habitude. Chez nous, les gens, ils adhèrent. Le fait de parler, ils adhèrent. Ils ont cette facilité d'adhérer à la rade. Ouais, je parlais matraquage, c'est-à-dire les répéter, répéter pour essayer de sensibiliser le maximum. Il faut, parce qu'aujourd'hui, quand même, on est appelé à changer certaines mentalités. Oui. Essayer de se tourner vers notre environnement, le plus possible. Surtout, ça commence chez les enfants, les sensibiliser déjà très tôt à l'école. Très tôt sensibiliser les enfants. C'est en général, c'est comme ça que ça marche. C'est un grand travail. Parce que quand on parle de l'environnement, il faut joindre l'acte à la parole. Exact. Si on n'arrive pas à joindre l'acte à la parole, c'est pas la peine qu'on parle de l'environnement. Quand même, l'environnement, c'est vaste. C'est la vitrine de la ville. Alors, vous avez touché à l'environnement, vous avez touché aussi à la culture, puisque vous avez fait une autre belle initiative. Vous avez installé des espèces de petites maisonnettes comme ça, que vous avez appelées la boîte à lire. Et vous avez installé des livres. Ça, c'est une idée, la boîte à lire, c'est une idée qui est sortie un peu... Je pense que c'est une idée qui est sortie du pays scandinave. Oui. Transférée en Europe. Oui. Et puis quand les amis de la ville de Ain Benyan, c'est un groupe de jeunes d'amis de la ville de Ain Benyan qui vivent en France. Ils vivent en France. Ils ont fait pas mal d'actions. Ils sont venus en aide même aux malades. Ils font des actions
quand même concrètes pour leur commune, voilà. Pour leur commune, parce qu'ils aiment leur commune. Voilà, un beau jour, elle nous a appelé, voilà, est-ce qu'on vous propose une boîte à lire, voilà. À un moment donné, il se posait la question, je disais, une boîte à lire à Mbenian, aujourd'hui par rapport au téléphone portable, par rapport à tout, déjà, les gens, c'est très rare aujourd'hui, c'est très rare qu'on trouve quelqu'un dans un café et qu'on lire un journal. C'est des initiatives, alors justement, vous l'avez installé. Mais quand même, on l'a installé. Oui. Ça a donné de très bons résultats. Les premiers jours, vraiment, elles étaient pleines de bouquins, mais il y a ceux qui ont compris le principe. C'est-à-dire, ils prennent un livre, ils le lisent. Un livre, je ne sais pas moi, mon policier ou là, quelque chose comme ça, que la personne le prend, le lit et le ramène. Mais il y a d'autres. L'Algérien, il est fait comme ça. Il y a d'autres qui ont ramené des livres scolaires. Oui. C'est comme si ils mettent des livres. Si tu es dans le besoin, vous prenez un livre pour votre enfant. Oui. Voilà. Mais c'est dans l'ensemble, d'une manière générale, c'est une très très bonne initiative. Notre souhait, c'est d'élargir un peu la rare. Mettre fin quand même un peu aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le niveau intellectuel du jeune, surtout en dictée ou la prononciation, ou là, il a diminué quand même. Donc, essayez d'en mettre un peu partout pour sensibiliser. Peut-être que ça va donner envie de lire, surtout quand on est à l'extérieur. Pourquoi pas sur un banc, un jardin public aussi. Un jardin public, dans une plage. Prendre le livre et pouvoir le rendre après, une fois que vous avez lu. Mon souhait, c'est que, au niveau de la commune, peut-être, il y aura d'autres boîtes, mais mon souhait, c'est que ça va se propager au niveau national. Inch'Allah. Donc, en tout cas, ça a donné de bons résultats. C'est une très bonne idée. Voilà. Les gens ne se sont pas posé la question, qu'est-ce que c'est que cette petite maisonnette, comme une boîte mais je pense qu'aujourd'hui, il suffit que de... Elle est jolie en plus, vous l'avez très bien réalisée. Donc on va venir à Ain Benian juste pour la voir. Quand vous voulez, vous êtes la bienvenue, parce que juste après Ramadan, il y aura beaucoup de travail. J'espère en tout cas que vous allez un petit peu généraliser ça dans la commune. C'est une belle initiative qui va, j'espère, plaire aussi à vos administrés et en tout cas faire plus d'efforts pour la commune. Les jardins publics aussi, vous avez aménagé? Public, oui, parce que justement, vous m'avez fait rappeler, parce que toujours avec cette association-là, et avec les amis d'Ain Benian qui sont installés en France, on est toujours en contact avec eux. On prépare déjà l'aménagement d'un jardin pour enfants. Très bien. Voilà. Nous sommes au cours du projet. Ça doit être eux qui vous appellent. C'est vos amis donc, du collectif de France peut-être qui vous regardent ce matin et ne pensaient pas que vous étiez en direct. Comme je disais, on est sur un projet. Sur un projet. Oui, on va travailler sur un projet de jardin pour les enfants. Pour enfants. Très bien. Voilà. Mais on a beaucoup de travail quand même. À Ain Benian, aujourd'hui, on a beaucoup de travail. J'imagine. En tout cas, bon courage à vous. Bon courage pour ces initiatives et puis bonne chance pour le reste. On viendra voir tout cela de plus près. Merci. Le résultat et le fruit, ça sera dans 3 mois. Inch'Allah. Voilà. Ok. Bonne chance à vous. Merci, madame. Sahar Ramadan. Et puis, on parlera de la saison estivale, bien sûr, juste après Ramadan. Il y aura un programme très riche pour la saison estivale. D'accord. Un programme très riche sportif et culturel. On en parlera. Vous viendrez en parler, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Sahar Ramadan. Restez avec nous, on va voir ensemble un reportage. Cette fois-ci, on va s'intéresser au bénévolat et surtout aux initiatives des associations et des clubs, des groupes bénévoles. Celui-ci s'appelle Nas El Khir. C'est Laïla Bnaïcha qui les a suivis durant une journée de préparatifs pour ce mois de Ramadan. Regardez. Préparer plus de 800 repas par jour pour ce mois sacré est déjà une tâche compliquée. Mais pour ces bénévoles de la Fondation Nas El Khir, orchestrée par le chef cuisinier Hmi Medraïsi, le défi en vaut la peine. Hadji Tiftel, c'est un travail de 24 heures sur 24 durant le long du mois de Ramadan. Donc on est 4 équipes, par exemple, au niveau par rapport à Hadji Tiftel, il y a 4 équipes. Donc la première équipe, c'est l'équipe qui vend au niveau des marchés de gros. Donc c'est à partir de 5 h du matin, nous sommes entre Htatba, Kalitos, et puis il y aura encore
avoir d'autres possibilités pour d'autres marchés aussi. Donc c'est de 5h à 10h du matin. Par la suite, il y a l'équipe cuisine, là où nous sommes ici même. Donc c'est aussi de 9h jusqu'à 19h. Où on est là avec Monsieur Alaïssi qui est le chef d'orchestre et on est là appliqué mais surtout pour apprendre aussi. Et enfin il y a la troisième équipe qui débute à partir de 16h pour le dressage du chapiteau, donc dressage des tables. Et enfin la quatrième équipe qui fait la planche. Pour notre chef cuisinier Hmim Draïssi, chaque mois de Ramadan, c'est une occasion de renouveler son engagement social avec Nes El Khir, au profit des nécessiteux. Même mes filles, je ne mange pas avec eux. Et on a l'intérêt que défendre des petits plats, des trucs avec d'ailleurs. Je ne peux pas, parce que là, il y a plus important. Il y a ma deuxième famille. Alors, ou chez moi, même chez moi, je demande mais même d'arrêter de le makla. Parce que c'est dès le lever du jour, Raïssi commence à mijoter ses plats, en attendant l'arrivée des autres volontaires. Il insiste sur les petits détails pour dresser et offrir un menu équilibré et varié, avec des senteurs qui rappelleraient aux jeûneurs l'ambiance familiale. La base, c'est quoi? C'est la shorba. Je mets toute mon énergie sur la shorba, je passe au deuxième plan. Le deuxième plat, et je répartis les tâches. La dernière étape, c'est quoi? C'est les salades. Et on essaye de diminuer le sucre et passer le message aux gens de ne pas manger beaucoup de sucre, pas beaucoup de sel. Ramadan, une noble occasion pour renforcer les liens sociaux. C'est pourquoi les volontaires de Nes El Khir ont insisté à lancer un appel aux donateurs, aux volontaires, mais aussi aux citoyens. Alors pour toute personne qui souhaiterait venir nous rejoindre pour cette mission durant le long du mois de Ramadan, vous n'avez qu'à nous contacter sur notre page Facebook Nes El Khir officiel. S'il vous plaît, ne gaspillez pas la nourriture. Parce que parce que là, c'est malheureux, on est des musulmans. الناس كاينين ما يلقاش الماكله حنا on la jette. حرام الشيء هذا. En tout cas, très belle initiative. Bravo à toutes ces personnes, tous ces bénévoles qui travaillent quotidiennement et de cela depuis 8 ans déjà. 8 ans que cette opération est menée par ces bénévoles et surtout de la fondation Nes El Khir aujourd'hui qui est carrément une fondation. Et pour nous en parler, nous avons Abdelkrim Srir Din Zrouqi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour votre invitation. Toujours, très content d'être parmi vous pour communiquer un petit peu, pour parler un petit peu de tout ce qu'on fait, tout ce que la fondation, exactement. tout ce que le téléspectateur ne sait pas. Nous, on vous connaît depuis des années déjà, depuis la création de cette fondation, depuis la venue, la première fois de Kenza Nachal sur notre plateau, depuis en tout cas toutes ces informations qu'ils ont pu nous donner. On a pu la voir à travers son intervention avec son tablier carrément, elle qui est au four et au moulin, un peu partout, avec beaucoup de ses volontaires au sein de la fondation, puisque vous êtes sur plusieurs volets au sein de la fondation. Côté humanitaire, social, culturel, bénévolat, environnemental aussi. C'est vrai qu'on est un petit peu partout, on est bien structuré, on a réussi à bien organiser la chose, on a réussi à bien manager la chose, justement grâce à des cadres comme ça, comme Mademoiselle Nchar et beaucoup d'autres bénévoles aussi, beaucoup d'autres cadres de la fondation. Qui font aussi beaucoup d'efforts, qui font beaucoup de formations, qui font de leur mieux pour être au top du management. C'est la plupart, ce sont des jeunes vraiment tout fraîchement sortis d'université ou carrément encore universitaires et qui donnent de leur temps, qui sont très bien organisés, bien structurés et de bons managers parce qu'il faut faire tourner toute cette machine. Tout à fait, je certifie, je confirme. C'est vrai que c'est une logistique à manager, c'est une machine à gérer et heureusement qu'on a des cadres et on a aussi des bénévoles qui ont fait leurs preuves. C'est des docteurs, c'est des professeurs, c'est des managers aussi dans de grandes entreprises et avec lesquels on apprend des choses et puis on calque un petit peu les modèles de réussite
C'est très bien. Alors 8 ans déjà que vous faites cela et que vous donnez le sourire, vous rendez le sourire à des familles démunies qui n'ont peut-être pas beaucoup de revenus pour le mois de Ramadan, pour accueillir ce mois sacré. Et pourtant, ils arrivent grâce à vous, grâce à différentes opérations que vous avez menées. Hein. Ça, c'est des opérations des actions que vous avez appelées, nommées carrément. Par exemple, Khir Rabbi, c'est une opération. Il y a donc Edji Taftar. Par exemple, vous pouvez nous en parler justement? Oui, c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'on est rodé, c'est la 8e année, c'est la 8e édition. Là c'est bon, on a pignon sur rue. Vous êtes de quel côté pour l'iftar par exemple? On est à Bab el-Oued, à Jitaftar. On a le chapiteau géant à Bab el-Oued, plus exactement à El Ketani. C'est un chapiteau qui reçoit entre 1000 et 1200 personnes par jour. Et puis grâce à notre chef aussi, comme vous avez vu sur le reportage, grâce à notre chef un chef cuisinier, hein? Un chef cuisinier qui assure très bien aussi, qui fait pour faire manger combien de personnes? Quotidiennement entre 1000 et 1200 personnes, 1200 repas. Donc il assure bien ses repas et alhamdoulilah, les gens sont contents, les gens viennent, ils se régalent et puis ils donnent la khair, ils partent. Et c'est pas facile parce que tous ces bénévoles, tout le mois de Ramadan, ils se sacrifient, ils ne mangent pas chez eux, ils ne sont pas en famille, ils sont là à aider les autres, au contraire, manger après, essayer, donc c'est du travail. Hein. C'est du travail, c'est comme on a dit, c'est du management, c'est vrai que c'est 4 équipes qui commencent, une équipe qui commence à partir de 3 h du matin, qui va collecter des denrées, des fruits et légumes au marché de gros. Oui. Et je profite pour remercier tous les donateurs qui n'hésitent pas à mettre à notre disposition des fruits et légumes. Et puis après la deuxième équipe vient à partir de 14 h pour mettre en place les tables et les ustensiles et puis pour mettre un petit peu en place, pour organiser les repas. Sans compter bien sûr ceux qu'il faut qui nettoient, qui épluchent, qui coupent, qui préparent tous ces bons plats qu'ils ont à préparer. Tout à fait. Et puis après on enchaîne avec la réception des personnes qui viennent pour manger. On les reçoit, on leur fait plaisir comme vous avez dit. Et puis après, il faut nettoyer, il faut remettre en place pour le lendemain. Tout à fait, pour que le lendemain, les choses soient aussi au top. Donc c'est un enchaînement de tâches qui vous emmène jusqu'à quelle heure en général? En général, jusqu'à 1 h du matin, jusqu'à très tard la nuit, parce qu'il faut vraiment... Nous, on est très pointus sur l'hygiène, l'organisation, le rangement. Surtout l'hygiène. On est très pointus, donc c'est vrai qu'on veille beaucoup pour avoir une conscience tranquille. Et puis on collabore aussi avec les services de la wilaya qui viennent aussi pour certifier, pour vérifier, pour confirmer que tout est propre, tout est dans l'hygiène, le respect de l'hygiène, bien sûr, c'est primordial. Alors vous avez Khir Rabbi aussi, c'est une action qui vise à distribuer des koufins, 5000 koufins, c'est ça? 5000 koufins, oui. Notre objectif, c'est 5000 koufins cette année, cette édition. Et justement, je profite un petit peu pour faire un appel aux opérateurs économiques. C'est vrai qu'ils nous ont donné un petit coup de main, mais là, on a aussi un petit peu besoin d'eux. Je les sollicite pour aussi faire un petit effort. C'est vrai que notre objectif cette année, c'est 5000 koufins. C'est vrai qu'on n'a pas encore... C'est pas facile à tenir. Mais je sais que la générosité des Algériens va nous permettre de peut-être même dépasser les 5000 koufins. Très bien. Les 5000 koufins, vous allez les distribuer sur tout le territoire ou carrément Alger uniquement ou... Surtout sur Alger. Surtout spécialement, on s'est plus ou moins focalisé sur Alger. C'est vrai qu'on a des équipes sur Annaba, des équipes sur Wahran, des équipes sur Ouargla. Mais on essaye déjà de satisfaire les habitants d'Alger, parce que cette année, cette édition, c'est sous le haut patronage de Monsieur le Wali d'Alger. Donc on essaye quand même de couvrir Alger, on essaye d'être performant sur Alger. Et comment faites-vous justement pour trouver toutes ces familles nécessiteuses? Est-ce qu'il y a un registre? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent s'inscrire? Est-ce que c'est le bouche à oreille? On s'appuie sur des listes préétablies. Il y a les services de la wilaya qui mettent à notre disposition des listes. Il y a aussi le masajid, il y a aussi les imams des masajid, donc ils mettent aussi à notre disposition. Et nous, comme on a les moyens plus ou moins de
de confirmer ces listes parce qu'on a mis en place un répertoire et puis on a mis en place des équipes qui tournent avec des motos, avec des petites motos, pour aller dans les petites ruelles. Un genre de recensement à votre niveau? Tout à fait, tout à fait. Donc on essaye aussi de se substituer aux organismes qui font ça. Donc on essaye un petit peu de... Ouais. Et normalement, la fréquence, c'est un couffin par semaine, un couffin par famille, par semaine. Non, oui, pas pourquoi pas, mais c'est pas évident. Voilà. C'est pour cela que j'insiste un petit peu par rapport aux opérateurs économiques qui peuvent mettre à notre disposition ce qu'ils peuvent, bien sûr, comme denrées alimentaires. Parce que c'est vrai qu'il y a un besoin, il y a une nécessité. Donc, et vous êtes sur les réseaux sociaux, en tout cas. Donc on peut vous contacter, on peut voir aussi le sérieux, surtout de votre fondation. Et bien sûr, voir que sur le terrain, vous existez réellement et que vous travaillez réellement. Alors il y a Lila Mabrouka, une autre action. C'est donc le soir. Le soir de Laylat al-Qadr, c'est Layl 27. Donc on prend en charge des petits-enfants. Pour l'Khtana, comme chaque année, donc Lina Mbarouka, c'est une nuit où on les prend en charge de A à Z pour l'Khtana. Donc on déroule la circoncision, les circoncisions, les tenues. On met à leur disposition aussi des tenues, et puis on fait une petite cérémonie. Une cérémonie avec un thème, en général un thème sahraoui. Donc on reçoit des équipes de Ouargla, de la Saoura, donc pour animer la soirée, pour donner un thème aussi. Nous on insiste beaucoup sur le patrimoine, parce que la fondation elle a aussi un volet culturel et un volet social, patrimoine social, oui. Donc on essaie de mixer un petit peu. On essaye de mixer un petit peu. On essaie de mixer entre l'humanitaire et puis le culturel aussi. Donc vous êtes un peu partout, on vous a donc souvent reçu pour des différents thèmes, bien sûr, de la Fondation. Et on a pu vivre avec vous des actions culturelles assez très intéressantes en tout cas. Il y a donc Farhat l'Aïd, c'est une autre opération qui va viser à collecter, j'imagine, des vêtements pour l'Aïd? À collecter et à distribuer des vêtements pour les enfants les enfants de familles à faible revenu ou des familles nécessiteuses. Comme chaque année aussi, c'est une tradition. Donc Farhat l'Aïd, on a aussi des listes de familles qu'on actualise à chaque fois pour être sûr de ce qu'on fait. Et puis cette année, on s'est beaucoup plus focalisé sur le tri sélectif. Donc cette année, on essaie d'être exemplaire pour tout ce qui est environnemental. Donc on a mis en place au niveau de la Khaïma des bacs à ordures sélectifs pour mettre un petit peu en évidence cette nécessité. Et sensibiliser en même temps. Par la même occasion. Tout à fait. Tous ceux qui viennent, que ce soit pour manger ou qui viennent travailler ou que les bénévoles sont soit avec vous pour essayer encore une fois de généraliser cette opération au grand maximum. Tout à fait, parce qu'on reçoit aussi des parents avec leurs enfants. Ils viennent des parents, des bénévoles avec leurs enfants. Ils nous donnent des coups de main comme ça. Et puis on s'est dit pourquoi ne pas profiter de cette présence, la présence des enfants pour leur inculquer cette culture, la culture du tri sélectif, et bien sûr, et du respect de l'environnement. C'est très important. Merci beaucoup pour toutes ces actions surtout, et votre mobilisation durant ce mois de Ramadan, particulièrement, je dis bien, mais je sais que vous êtes sur le terrain tout au long de l'année. Bravo à vous, bravo à toutes vos équipes. On sera appelés à se revoir, sûrement. Inch'Allah, et merci aussi pour l'intérêt que vous portez à chaque fois pour notre fondation. Vous êtes des partenaires sur lesquels on s'appuie beaucoup. C'est gentil. Et nous, grâce à vous aussi, on arrive à voir tout ce qui se fait sur le terrain et tout ce qui touche à notre beau pays en tout cas. Bon courage à vous et puis Sahar Mdankom. Et Sahar Edkom aussi. Voilà. Et puis on aura l'occasion de vous revoir prochainement peut-être pour l'opération de l'Aïd. Inch'Allah, juste après, on va enchaîner avec... nous, on ne s'arrête jamais.
On ne s'arrête jamais, heureusement qu'on a de l'effectif, il y a tout le temps du nouveau, il y a tout le temps, donc on ne s'arrête jamais, on essaye d'être tout le temps en activité. Très bien, en tout cas bonne chance, et puis un salut particulier à toutes vos équipes qu'on a pu recevoir ou pas encore, les jeunes qui travaillent au sein de votre fondation. Merci à vous, à très bientôt, restez avec nous, on va suivre ensemble un reportage, on va vous emmener du côté de Yakouren cette fois-ci, suivre cette belle initiative encore une fois, un jeune qui a décidé de monter sa propre entreprise, une chocolaterie qu'on va découvrir ensemble et puis on va le recevoir pour en parler en détail. Les senteurs du Sud s'invitent au Montamgout en Kabylie, au village Sifrit Nat el-Hadj, commune d'Aqarro près de Yakouren, à travers un projet initié par ce jeune de 27 ans, médecin vétérinaire, qui a carrément changé son créneau d'activité pour réaliser une chocolaterie dans son village, la seule et unique dans la région, spécialisée dans la transformation de la date. L'idée m'est venue en voyant des produits qui viennent des pays du Golfe. Et en fait, je me suis dit, avec la qualité des dates qu'ils ont, ils ont réussi à sublimer cela. En Algérie, avec probablement la meilleure qualité de dates au monde, elle est sous-exploitée en quelque sorte. Et c'est à partir de là où on est parti pour réaliser ce projet-là. Une chocolaterie fraîchement inaugurée après une petite formation en Italie. L'ambition de Abbas est grande. Son souhait de réussir dans son pays est une conviction. Je compte m'agrandir et avoir encore plus d'employés. Et ce que j'aimerais bien, plus que tout, c'est servir d'exemple pour d'autres investisseurs de la région. J'aimerais que tout un chacun des jeunes qui sont dans la région, ils se disent, tiens, ce monsieur, il l'a fait. J'aimerais bien moi aussi faire des études et réaliser un truc derrière. Des dattes fourrées aux amandes enrobées de chocolat, le projet de ce jeune ambitieux a pu offrir l'opportunité aux filles de son village de travailler et d'être autonomes financièrement, car dans cette région, trouver du travail n'est pas monnaie courante. Dans notre région, le travail se fait rare. Et grâce à M. Laroube, on est là, on travaille, on est rémunéré. Quelle chance! Chez certaines familles très conservatrices, les filles ne peuvent pas se déplacer loin pour travailler. Et M. Laroube nous a donné cette chance de travailler ici, c'est agréable. Chocolat, amandes et dattes, une douceur est née à travers un coup de cœur que Abbas a eu. Ce jeune plein de ferveur, volonté et ambition représente une fierté de toute la région d'Aqarro, un bel exemple à suivre. Voilà, c'était donc un reportage signé Samia Bouharour qui nous a fait donc découvrir cette initiative. Et le jeune est là parmi nous, il s'agit de Abbas Laroube. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors les dates, c'est vraiment la période où on mange le plus, Ramadan. Oui, tout à fait. Alors que ce soit enrobé de chocolat ou sans chocolat, c'est le mets le plus dégusté durant Ramadan. Oui. En fait, c'est ce que veut la tradition musulmane. C'est qu'on casse le jeûne avec 3 dates. Exactement. Eh bien, on va en parler dans un moment. On va présenter aussi Lilia. Bonjour Lilia. Bonjour Amel, très bon Lilia réveil Benassar qui revient chaque mercredi matin pour l'agenda culturel. Tout à fait, pour les rendez-vous culturels, les bons plans, ne pas rater le week-end ainsi que les soirées ramadanesques, vu qu'on est au tout début du mois sacré de Ramadan. Et ça commence, cette semaine, ça commence tout doucement. Ça remonte, voilà. Le temps d'adaptation, bien sûr, aux jeunes et puis aux soirées, la digestion. On va en parler dans un moment. On va continuer avec notre invité, puisqu'on a pu voir le reportage, on a vu comment est-ce que ça a été donc préparé, structuré avec les personnes qui travaillent dans cette petite fabrique. C'est une petite fabrique de chocolat. Absolument. C'est cela. Absolument. Comment est-ce que l'idée a germé chez vous? L'idée a germé tout simplement à travers des produits qui se font dans le Moyen-Orient. Et lorsque on m'a offert cela, je me suis dit que eux, avec la qualité des dates qui existent chez eux, ils réussissent à sublimer ça et à faire un produit qui est très très bon. Consommable et surtout beaucoup plus
en fait, commercialiser le plus possible. Oui, oui. C'est ça. Et à partir de là, je me suis dit que nous, en Algérie, on dispose de ce qui est probablement la meilleure qualité de date au monde. Et je me suis dit que c'est un filon à exploiter, tout simplement. Voilà. Bien que vous êtes vétérinaire de formation. Absolument. Vous n'avez pas fait biologie végétale, mais plutôt biologie animale, en fait. Absolument. Et vous vous intéressez normalement aux animaux. Là, vous avez choisi carrément de faire de la fabrication et de s'intéresser à la date. Oui, en fait, c'est après avoir eu mon diplôme de médecin vétérinaire, je suis tombé un petit peu dans les métiers du commercial. J'ai exercé en tant que délégué médical. D'accord. Et c'est à partir de là que j'ai adoré faire cela. J'ai adoré faire du commercial et je pensais à une idée pour être à mon compte, tout simplement. D'accord. Et bien sûr, l'idée est venue comme ça. Oui. Et ça a commencé depuis décembre 2017, c'est ça? C'est tout récent. Absolument. Et vous avez eu les financements qu'il fallait pour gérer votre petite entreprise quand même, parce qu'il faut gérer. Il faut avoir une main-d'œuvre, il faut une main-d'œuvre qualifiée. Donc vous avez formé des jeunes, Absolument. Des jeunes filles notamment. Oui, oui. Des jeunes filles dans une région qui est, on va le dire quand même, c'est un petit peu reculé. C'est un petit village qui compte 2000 habitants. Et on n'a pas de gaz de vie, tout ce qui s'ensuit. C'est une région assez reculée quand même. Et on est en train de donner de l'espoir aux jeunes. Bien sûr, c'est un bel exemple. Oui. Vous êtes issu de ce village, vous avez fait des études supérieures, vous avez décidé de monter une fabrique de chocolat avec une idée, une initiative qui a marché, alhamdoulilah. Donc c'est un exemple à prendre pour d'autres jeunes. Absolument, absolument. C'est le message qu'on veut transmettre. Et vous donnez du travail à ces jeunes filles. Absolument. Absolument. Pas très loin de chez elles, donc elles sont aux alentours. Oui, elles sont tranquilles également. L'école primaire est juste à côté, donc pour celles qui sont mamans, elles sont très à l'aise. Voilà, très à l'aise. Alors vous l'avez appelée Sahara Sunset Chocolaterie, c'est ça? Oui, absolument. Alors vous avez choisi Sahara pour la date? Oui. Sunset? Coucher de soleil. C'est pour évoquer ce magnifique paysage qu'est le coucher de soleil de Sahara. Du Sahara, d'accord. Du Sahara d'abord, en référence au tout premier produit qu'on est en train de faire. Très bien. Alors vous avez donc commercialisé ça en forme de barquette, donc des compartiments. Vous avez donc eu l'idée donc de faire ça en compartiment, c'est ça? Vous avez donc travaillé sur l'emballage? Oui, oui. Au début, on a fait ça sur des caissettes et c'était pas très pratique pour le transport. Ça bougeait dans tous les sens et il y avait quelques soucis à la livraison. Et là, on essaye de continuer à améliorer sur tous les aspects. L'emballage, bien sûr, c'est très important. Donc Absolument. le cellophane, etc. Absolument. Est-ce que vous avez pensé à d'autres, peut-être dérivés, encore une fois, ou vous allez rester sur la date chocolaterie? On est preneur de tout ce qui est goût de chez nous. D'accord. L'Algérie est très vaste. On va essayer d'élaborer encore des recettes. De faire des mélanges à base de goût de chez nous et de chocolat occidental. Vous avez distribué ça un peu partout? Oui. Oui. Ça commence à être disponible en grande surface, notamment dans la région de Tizi Ouzou, et ça commence également à être sur Alger. Donc oui, c'est en cours. Ça a plu, surtout pour les personnes qui adorent le chocolat. Donc ils auront et la date et le chocolat. Absolument. Et c'est fourré d'amandes. Ah, en plus. Oui. Voilà. Et bien en tout cas, bonne chance à vous, bon courage. Des projets peut-être à court terme? Des projets? Faire une extension peut-être? Oui, faire une extension et faire découvrir la date algérienne aux consommateurs européens. Voilà. En tout cas, cette formule-là de la date algérienne. Vous avez commencé. Oui. Vous avez commencé en tout cas. Oui. On va laisser ça secret en attendant que ça se mette en place bien comme il faut. En tout cas, bonne chance à vous. On le retrouve un peu partout sur Alger, dans les wilayas. Oui, ça commence à être disponible et toutes les informations sont sur Sahara Sunset Algérie. D'accord. Sur les réseaux sociaux. Absolument. Parfait. En tout cas, bonne chance. Je rappelle, Abbès Laroube, vous êtes donc entrepreneur de cette belle fabrique de chocolat, donc de dattes enrobées de chocolat. On vous souhaite bonne chance.
Très bien, merci. Et à très bientôt. À très bientôt, Sahaf Torkoum. Voilà, là, on va passer tout de suite aux soirées, bien sûr, que nous réserve ce mois sacré de Ramadan. Beaucoup d'institutions se sont pliées, sont travaillées uniquement pour que vous passiez un bon Ramadan et surtout les soirées avec des programmes alléchants, n'est-ce pas, Lydia? Tout à fait, Ahmed. Donc après avoir fini vos dates, chocolatées ou bien fourrées aux amandes, une proposition à aller visiter, pourquoi pas, du côté de la galerie Azouart. C'est Jahida Wadef qui expose actuellement, et ce jusqu'au 24 mai, demain pour le dernier jour. L'exposition est intitulée Pacte avec la lumière, des œuvres colorées et réalistes, une véritable osmose entre la lumière et le personnage. Une belle exposition à découvrir du côté de la galerie Azouart. Et puis une autre exposition dédiée à la route de la soie ainsi qu'à la route des épices se tient actuellement au palais d'Erayes, organisée par la Fondation Zafira Yassef ainsi que le Bastion 23. Une belle exposition qui se poursuit jusqu'au 25 de ce mois. Soyez au rendez-vous. Nous avons une virée du côté d'Oran cette fois-ci. Les soirées ramadanesques sont très animées un petit peu partout dans la ville. Et puis nous allons parler de 4e art avec l'association Al-Amel qui organise une manifestation tout au long de ce mois sacré de Ramadan. Plusieurs pièces théâtrales sont prévues au théâtre régional de la ville d'Oran ainsi qu'au petit théâtre de l'association. Donc plusieurs pièces seront donc présentées tout au long de cette semaine. Nous pourrons citer Goual 3, une pièce pour enfants qui va coïncider avec le 1er juin, ou encore Jannat al-Majnoun, ou encore Nemtoul. Donc plusieurs pièces seront présentées. Vous qui êtes fan de théâtre, soyez au rendez-vous si vous êtes du côté d'Oran. On a pu voir votre pièce Slimane Louk aussi, qu'on a pu diffuser hier. Nous allons parler, c'est du côté du Théâtre National Algérien Mahiddine Bachtazi, une très belle pièce théâtrale, très rigolote, des personnages très attachants, donc une belle pièce. Et des comédiens qu'on aime voir, surtout sur le petit écran, qui montent sur scène, sur les planches en tout cas. C'est du côté du Théâtre Algérien Mahiddine Bachtazi, nous allons parler tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons poursuivre avec le 7e art. Les nuits du cinéma sont de retour pour ce mois sacré de Ramadan. Plusieurs projections sont prévues depuis le 18 mai et ce jusqu'au 16 juin au théâtre régional à Diflissi. On constate une même organisation pour cette deuxième édition. Une première projection à 22h et une deuxième à partir de 0h. La première, film d'animation, film pour enfants, et puis la deuxième projection à partir de minuit verra la projection de récentes productions cinématographiques internationales. C'est du côté du théâtre La Diflissi. Le beau temps est de retour, donc un beau plan pour vos soirées. Et les tout derniers films algériens aussi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir encore dans les grandes salles lors de les projections, ils auront l'occasion en tout cas d'y aller. Ça se passe, comme vous le dites, au théâtre de Verdure. Exactement, Amel. Nous poursuivons avec le 4e art encore du côté du Théâtre National Algérien Mahiddine Bachtazi. Ne ratez surtout pas la pièce intitulée Slimane Louk. La dernière représentation est prévue ce soir à partir de 22h30. Et puis d'autres rendez-vous se tiennent du côté du théâtre. Demain, c'est Bazis qui animera la soirée. Un concert intitulé Chabi et je m'en fous. Et puis une autre pièce sera présentée après le concert de Bazis. Elle est prévue samedi et dimanche soir. Elle est intitulée Hzam el-Roula, une pièce théâtrale présentée par le théâtre régional de Bdjeya. Un riche programme est également prévu du côté de l'Opéra d'Alger les 24, 25, 26 jusqu'au 27 mai à partir de 22h30. Il s'agit du collectif Afro Circus, un très beau spectacle itinéraire d'un continent africain. Donc acrobatie et des shows clownesques sont au programme de ces soirées. La troupe conjugue expression traditionnelle du cirque africain avec celle du cirque contemporain. Un beau rendez-vous à ne pas rater. Avec un conteur bien de chez nous. Il sera aussi sur scène avec ce beau collectif. Exactement. Donc 5 soirées à ne pas rater. C'est organisé par l'Arc. Et puis ça se tient à l'opéra, du côté de l'Opéra d'Alger. Et nous allons finir par des concerts à ne pas rater du côté de la salle Ibn Khaldoun cette fois-ci. Samedi 26 mai, ça sera Nassima Chaban. Dimanche 27 mai, le Malbechariya, ils sont de retour. Une belle soirée vous attend du côté de la salle Ibn Khaldoun. Le lundi 28 mai, Hassiba Abdelraouf et Lamia Medini.
Et puis le mardi 29 mai, ça sera Behja Rahel qui sera sur la scène de la salle Ibn Zaydoun. Donc plein d'artistes, Ibn Khaldoun, pardon, plein d'artistes en fait se produiront tout au long de ce mois sacré de Ramadan et nous serons là pour les annoncer chaque mercredi et chaque samedi après-midi également. Bien sûr, exactement, dans l'émission de UEFA, c'est cela. Voilà, eh bien, merci beaucoup Lilia. C'est moi, avec grand plaisir. On sera au rendez-vous aussi pour vous suivre et suivre aussi des reportages aussi. Nous aurons l'occasion de partager les reportages avec les téléspectateurs pour justement transmettre les ambiances des soirées ramadanesques. Et puis prendre avec vous les dates le soir, hein, même si vous ne les avez pas mangées en fin de repas, vous les prendrez on ne sait jamais, tout dépend à l'heure à laquelle on va rentrer. Merci Lilia, c'est moi bonne journée à vous. À vous aussi. Et puis à mercredi prochain. Inch'Allah, avec grand plaisir. Voilà, merci encore une fois à vous d'être venus. Bonne fin de journée. Et puis on salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout, là où ils nous suivent, ils nous reçoivent bien sûr, et ils reçoivent Canal Algérie. N'oubliez pas, voilà, nous sommes donc tous les jours sur votre chaîne de 9h à 10h30. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente matinée, excellente journée sur nos programmes de Canal Algérie. Sahaf Torkom, Sahar Mdankom, et encore une fois, à demain. Au revoir, bonne journée. Merci.